par Marie Sébert, qui va nous parler de traitements qu'on espère un peu plus efficaces dans les syndromes myélodysplasiques avec les nouvelles approches thérapeutiques. Bonjour, j'espère que vous avez encore un peu de courage pour ce dernier topo. Les nouvelles approches thérapeutiques dans les syndromes myélodysplasiques, comme dans toutes les pathologies, c'est souvent un catalogue de plein de molécules qui sont en train d'être testées à plein de niveaux. Donc, j'ai essayé de vous parler de peu de molécules en précisant un peu, puis en vous parlant de celles qui me semblaient plus avancées pour que vous sortiez d'ici avec quelques messages et quelques idées un peu claires sur celles qui sont candidates à faire partie, on l'espère, de notre arsenal thérapeutique dans les myélodysplasies. Donc, j'ai séparé classiquement, comme vous l'avez vu pendant toute cette journée, entre les SMD haut risque et les SMD faible risque. Donc, pour faire très rapidement, pour les faibles risques, vous avez eu tout à l'heure le topo de Sophie Park, que dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque, le traitement il est basé sur la surveillance, sur le support avec des agents stimulant l'érythropoïèse ou la thrombopoïèse ou la granulopoïèse, et sur le lénalidomide quand on est DEL5Q. Elle a dû vous parler probablement aussi du nouveau médicament qui vient d'arriver, qui est le luspatercept, qui est un inhibiteur TGF-bêta. Alors, je l'ai remis quand même rapidement parce que c'est vraiment nouveau pour l'instant dans notre pratique. Donc, c'est vrai que c'est un changement récent. Donc, je ne vais pas revenir sur le mode d'action parce que je pense qu'elle a dû vous en parler. Mais juste pour vous préciser, pour que vous ayez aussi les idées claires en sortant d'ici, que par rapport à l'érythropoïétine, ça ne joue pas au même niveau, au même stade de l'érythropoïèse. C'est important parce que probablement ça peut expliquer pourquoi ça agit dans certains contextes de myélodysplasie, et également justement pour les nouvelles approches thérapeutiques, peut-être qu'il peut être intéressant, je vous le dirai après, d'associer certaines molécules puisque justement elles n'agissent pas au même niveau de l'érythropoïèse. Donc ce schéma pour vous rappeler que voilà, l'EPO elle agit plutôt au niveau de l'érythropoïèse précoce. Le luspatercept il a un mécanisme d'action vraiment différent et il va jouer plutôt au niveau de l'érythropoïèse plus tardive. Donc aujourd'hui, elle a dû, Sophie Park, vous parler de cette étude médailliste qui a permis d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché de cette molécule dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque, mais avec sidéroblaste en couronne. Vous voyez qu'on est vraiment dans une catégorie de myélodysplasie, même de faible risque. Donc c'était une étude randomisée qui a été publiée quand même assez récemment dans le New England Journal of Medicine et qui montrait clairement que l'objectif primaire de la réponse hématologique au luspatercept était atteinte. Simplement, je voulais vous remettre là les chiffres que vous avez peut-être eu tout à l'heure. On parle de 38%. Ce n'est pas non plus des choses formidables parce qu'on l'a présenté aux patients comme le nouveau médicament miracle des patients dépendants transfusionnels. C'est vraiment, clairement, on est très heureux de l'avoir dans notre arsenal thérapeutique, mais parfois, peut-être aussi dans la modulation du discours qui est donné aux patients sur ce médicament. Voilà, l'étude Princeps, qui est en plus pas forcément le reflet après ce qui se passe réellement chez les patients, a montré une réponse chez 38% des patients versus 13% pour placebo. Il y a des patients sous placebo qui ont eu 13% de réponse. Cette étude est aussi intéressante pour ça. Voilà pour le luspatercept. Donc, vous avez dû en parler. C'est prescrit maintenant. Donc, aujourd'hui, ça là et même chez les patients qui sont en échec de PO, qui sont avec sidéroblaste en couronne. Il faut savoir que les projets pour ce médicament, c'est de l'associer avec le PO dans certains protocoles et également, peut-être pour certains patients, de le proposer également dans le cadre de protocoles chez des patients qui ne sont pas avec sidéroblaste en couronne, peut-être en association avec le PO et peut-être, vous allez le voir, avec d'autres médicaments qui ont des modes d'action un petit peu différents. Donc, on est au début de l'arrivée de cette molécule. Peut-être aussi, parmi les nouvelles approches thérapeutiques, c'est aussi de combiner certaines molécules qu'on a déjà en les utilisant différemment et peut-être en association avec d'autres molécules. Donc, l'imetelstat, je ne sais pas si on vous en a parlé ou pas, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché dans les faibles risques, mais les études là sont quand même très, très encourageantes. Donc, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais je vous en reparle un peu. C'est un mode d'action qui est vraiment spécifique sur en fait, l'activité de la télomérase. Et donc, ça, c'est un médicament par cette composante qui est tout seul dans sa catégorie aujourd'hui au stade avancé où il en est à ma connaissance. En fait, vous connaissez les télomères. Vous savez que ce n'est pas très bien d'avoir des télomères trop courts, mais ce n'est pas trop bien non plus d'avoir des télomères trop longs. Et vous voyez que l'imetelstat, il a un mode d'action sur les télomères. Et dans ce sens, il a une action modifiante sur les cellules tumorales aussi, en tout cas sur les cellules clonales. Et là, je vous montre les résultats d'une étude de phase 2 qui a été présentée, vous voyez, assez récemment donc, au dernier congrès de l'ASH, de l'American Society of Hematology, en décembre là, cette année. Et donc, cet essai, il s'intéresse à des patients qui ne sont pas DEL5Q,
qui sont de faible risque et qui sont en rechute ou réfractaires à l'EPO. Ces patients-là, ils n'avaient pas reçu de l'énalidomide et ils avaient une forte dépendance transfusionnelle. Et l'objectif primaire, comme pour tout à l'heure l'étude sur le luspatercept, c'est l'indépendance transfusionnelle avec une certaine durée. Il y avait aussi les objectifs secondaires habituels. Donc, il y avait deux parties. Une partie qui était une phase 2 avec un seul bras et une deuxième partie qui était randomisée. Mais en tout cas, là, ce qui a été montré, c'est qu'avec l'imetelstat, on pouvait obtenir une réponse hématologique qui est, donc, vous voyez, obtenue à peu près 42% des patients et qui, sur l'indépendance transfusionnelle à long terme, était quand même préservée chez 29% des patients sur une indépendance transfusionnelle plus longue, au-delà de 1 an. Donc, ce sont des résultats aussi assez encourageants. Donc là, on n'est pas dans une population ciblée comme le luspatercept avec les sideroblastes en couronne. On est chez tous les SMD de faible risque. Et il y a très récemment les résultats qui viennent de sortir concernant cette étude de phase 3 randomisée. Sur l'utilisation de l'imetelstat contre placebo dans cette population. Et là aussi, l'objectif primaire et secondaire étaient les mêmes. Et là aussi, on a une indépendance transfusionnelle qui est observée de façon signifiante. Et cette fois-ci, aussi au cours du temps, même si le 1 an n'était pas tout à fait atteint dans cette étude. Donc là aussi, même si c'est un médicament qui va probablement du coup émerger, c'est le cas de le dire, prochainement, on a un taux de réponse qui est de 39%. Donc, ce n'est pas non plus pareil un médicament qui va donner une réponse à la majorité des patients, mais c'est probablement quelque chose qui va s'additionner dans notre arsenal thérapeutique pour les syndromes myélodysplasiques de faible risque, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Donc, je vous ai fait un petit take-home message pour les faibles risques. Vous avez donc la prise en charge historique qui était les agents stimulants, l'érythropoïèse essentiellement pour l'anémie, mais aussi GCSF, les analogues de la TPO, le lénaligdomide pour la DEL5Q. Et aujourd'hui, vous avez le luspatercept qui est du côté autorisation de mise sur le marché, qui est peut-être à évoluer dans la façon de le donner dans les associations, et l'imetelstat qui clairement va arriver prochainement, très probablement, dans notre arsenal thérapeutique. Les SMD de haut risque. Donc, vous avez eu aussi tout à l'heure le topo par Lionel sur la prise en charge des patients ayant un SMD de haut risque. Donc là, je n'ai pas posé la question des nouvelles approches thérapeutiques par rapport à la greffe chez ces patients, comme on vous a dit, qui est le seul traitement curatif des SMD de haut risque, mais qui n'est pas proposé à la majorité des patients, puisque Marie Robin vous a parlé des nouvelles approches qu'il pouvait y avoir en regard avec la greffe. Donc là, je vais vous parler plus des nouvelles molécules qui peut-être vont émerger. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué pour vous à retenir. Le syndrome myélodysplasique de haut risque, il a un seul médicament qu'à l'AMM, c'est l'azacitidine. C'est le seul traitement qu'on ait aujourd'hui, clairement. Donc là, vous avez un joli tableau, mais en fait, pour vous, c'est voilà, il y a l'azacitidine, la greffe, la surveillance, voilà. Donc, qu'est-ce qui va probablement arriver? Alors, il y a l'association azacitidine-vénétoclax. Vous l'avez probablement eu aussi sur le cours des LAM, puisque l'étude Princeps de l'association, donc avec cet inhibiteur de BCL2, avec l'azacitidine, a montré un intérêt dans la prise en charge de la leucémie aiguë myéloblastique non éligible à la chimiothérapie intensive, avec cet essai Princeps, qui est l'essai Vialet-A, qui avait montré un avantage en survie et également en réponse. Et donc, dans les syndromes myélodysplasiques, c'est assez débutant. Pour l'instant, on n'a pas encore d'études qui ont montré l'intérêt de cette association dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque. Donc, il y avait cet abstract qui avait été présenté à l'ASH, pas cette année, mais l'année d'avant, et qui était une phase assez précoce, qui évaluait l'association du vénétoclax et de Vidaza comme traitement en première ligne, donc pour les SMD de haut risque, avec un schéma, vous voyez, pour le vénétoclax qui est un peu différent que dans celui de la leucémie aiguë myéloblastique, parce que comme vous l'a dit Lionel tout à l'heure, le problème des SMD de haut risque, c'est qu'on est déjà à la dose maximale tolérée en termes de toxicité avec le Vidaza à pleine dose. Donc, quand on associe des médicaments, la crainte, c'est vraiment toujours la toxicité. Bien sûr, on espère l'efficacité, mais il y a cette crainte de toxicité qui est plus importante, y compris que dans les leucémies aiguës myéloblastiques, où on est parfois chez des patients ici plus âgés. Et du coup, là, le schéma qui a été proposé, c'est plutôt à base de ce schéma que les essais sont faits dans l'association avec le vénétoclax. C'est 15 jours de vénétoclax contre 28 jours dans la leucémie aiguë. Donc, les résultats, bon, ils montraient que c'était toxique, qu'il y avait beaucoup de neutropénie, voilà, mais en termes de réponse, il y avait quand même un taux de réponse qui était assez encourageant, puisque vous avez vu les résultats dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, pour les faibles risques. Là,
on a l'air d'avoir une réponse globale autour de 80%, en tout cas dans cette étude, encore une fois, qui a été présentée uniquement en congrès, qui n'est pas publiée. Et surtout, on a d'autres cohortes rétrospectives qui ont pu montrer que finalement, on n'est pas si certain, en tout cas sur des études rétrospectives, que l'association ASA et Venetoclax apporte réellement un bénéfice qui, encore une fois, dans les syndromes myélodysplasiques, sera la survie, mais aussi la qualité de vie chez ces patients. Donc, il y a une étude qui est en cours, qui s'appelle Verona, qui compare Vidaza à Vidaza Venetoclax chez les patients qui ont un syndrome myélodysplasique de haut risque. Donc, on devrait avoir les résultats, je pense, cette année, voire de cette première moitié d'année. Et donc, on pourra statuer sur cette association. Les inhibiteurs d'IDH1 et d'IDH2 chez les patients qui ont des myélodysplasies. Pareil, je vais commencer par ce qui a été montré dans les LAM. Donc ça, c'est l'association dans les LAM avec l'énasidénib, donc qui est un inhibiteur d'IDH2. Donc IDH1 et IDH2 sont des mutations qui sont observées dans probablement, si on prend le total, 20% des LAM, c'est peut-être plutôt 10 à 20% des SMD, mais sont des mutations donc acquises et qui sont à l'origine d'une activation enzymatique et qui donc peuvent être ciblées. Donc l'énasidénib, c'est l'inhibiteur d'IDH2 dans les LAM qui avait montré un intérêt en tout cas au moins en EFS, pas tout à fait en survie. Et pour l'IDH1, donc l'inhibiteur d'IDH1, ça c'est l'étude Agile, pareil, qui a dû vous être présentée, qui a montré un intérêt en survie et en réponse comparé à l'utilisation de Vidaza tout seul, donc Vidaza plus ivosidenib dans les LAM, donc qui est aujourd'hui autorisé et qui est utilisé aujourd'hui en thérapie. Chez les patients qui ont des syndromes myélodysplasiques, il y a des essais qui sont en cours conduits par le GFM, qui sont l'utilisation de ces inhibiteurs en monothérapie, qui ont été proposés en fait à 3 catégories de patients. Les patients qui ont un SMD de haut risque en échec d'hypométhylant, les patients qui ont un SMD de haut risque en première ligne et les patients qui ont un SMD de faible risque en échec de PO. Et donc, ces 2 études qui étaient IDIOM pour l'inhibiteur d'IDH1 et IDEAL pour l'inhibiteur d'IDH2 sont encore en cours. On avait présenté les résultats préliminaires à l'ASH, que je vous montre rapidement ici. Donc, pour l'IDIOM, on avait un taux de réponse global, donc tout confondu. C'est un peu bizarre de les mettre ensemble parce que c'est des patients qui n'ont pas les mêmes risques, puisqu'on a les hauts risques en échec, les hauts risques en première ligne, les faibles risques, mais globalement, on avait un effet chez 70% des patients, avec notamment en première ligne dans les syndromes myélodysplasiques, vous voyez un taux de réponse qui était assez intéressant. Et donc là, c'était sur 26 patients et l'étude est en train de se terminer. Ça, c'est pour l'essai idéal qui proposait donc l'énasidénib. Pareil, le taux global de réponse, il était d'environ 40%. Mais si on regarde par exemple en première ligne en monothérapie, on arrive à 56% des patients qui obtiennent une réponse avec cette molécule. Donc, vous avez vu chez les patients qui, avec les hypométhylants, vous avez vu au cours de cette journée les taux de réponse. Ça paraît aussi assez intéressant. Maintenant, je vous fais un tout petit topo très rapide sur les mutations TP53. Vous avez dû voir aussi tout au cours de cette journée que c'était ceux qui étaient de très haut risque, qui ne répondaient à rien. Donc, en termes de molécules en cours dans les SMD avec TP53 mutés, vous avez peut-être entendu parler de l'APR 246. Alors, la difficulté avec TP53, ce n'est pas comme avec quand on a une mutation IDH1 ou IDH2, c'est une mutation activatrice qui va activer une voie qui normalement n'est pas activée. Donc, on imagine bien comment on peut aller cibler ça pour inactiver la voie qui est normalement activée. C'est plus compliqué quand on a des mutations perte de fonction. C'est le cas pour P53. La difficulté, c'est qu'il faut reconformer la protéine pour qu'elle récupère cette fonction. Donc, c'est la proposition qui avait été faite avec l'APR 246. Et il y avait eu 2 phases 2, une américaine et une française, qui d'ailleurs ont mis ensemble leurs données, qui avaient montré un intérêt peut-être dans ces molécules, en tout cas avec des taux de réponse qui étaient ici assez intéressants, avec des réponses chez plus de la moitié des patients dans cette population chez lesquels on est habitué à plutôt pas trop de réponses au traitement. Il y a la phase 3 qui avait été présentée à l'ASH, pas cette année, mais l'année d'avant, qui malheureusement, ici aussi, n'avait pas montré finalement davantage à l'utilisation de l'APR 246 en association au Vidaza, comparé au Vidaza tout seul dans cette population. Donc, c'est une étude qui n'est pas encore publiée, mais pour dire que du coup, on a beaucoup cru à cette molécule. Finalement, maintenant, c'est un petit peu décevant, mais peut-être qu'on aurait entendra parler soit de cette molécule, soit d'autres conformateurs de TP53. Et je vais terminer avec les immunothérapies.
Donc, les immunothérapies, c'est pareil, il y a pas mal d'immunothérapies qui sont en cours d'évaluation. Je vais vous parler surtout du sabatolimab et du magrolimab, qui sont les deux qui, à mon sens, sont les plus avancés aujourd'hui dans les syndromes myélodysplasiques. Le sabatolimab, c'est une immunothérapie qui régule TIM3 et en fait qui a un rôle un petit peu de checkpoints en rapport avec ça. On avait montré qu'il y avait, notamment dans les études précliniques, un mécanisme qui peut réactiver le système immunitaire chez les patients qui recevraient ce médicament. Donc là, c'est l'étude Stimulus qui, chez les patients donc, qui ont un SMD de haut risque, qui, a priori, ne sont pas éligibles à la chimio intensive et qui n'ont pas programmé de greffe au moins à ce stade. On avait la combinaison du sabatolimab avec un agent hypométhylant qui pouvait être la décidabine ou l'azacitidine contre placebo plus l'agent hypométhylant, avec comme objectif primaire la rémission complète ou la PFS. Et donc, dans cette étude, vous voyez qu'il y avait une réponse qui était quand même pas inintéressante, notamment en termes de durée de réponse, mais qu'en termes de comparaison de taux de réponse, il n'y avait pas l'obtention de l'objectif primaire. On voit en fait, si on regarde en termes de survie, que c'est pareil, il n'y a pas d'avantage au sabatolimab associé aux hypométhylants, mais on voit que si on regarde les courbes, à la fin, elles s'éloignent quand même un petit peu l'une de l'autre. Ce qui avait été évoqué quand on regarde plus précisément les données de cette étude, c'est que peut-être que les patients qui avaient une forte progression tumorale initiale, beaucoup de blasts par exemple dans la moelle au diagnostic, n'auraient peut-être pas le temps de bénéficier de cette thérapie, puisque c'est une immunothérapie. Peut-être qu'il faut laisser plus de temps aux patients de pouvoir répondre. Et donc peut-être que ça pourrait être bénéfique. Je ne vous ai pas montré ici tous les sous-groupes de l'étude, mais peut-être que dans certains sous-groupes qui, au sein des hauts risques, ne sont pas très prolifératifs ou n'ont pas une grosse masse tumorale, il pourrait y avoir quand même un intérêt à cette immunothérapie. C'est pour ça que je vous ai montré quand même les résultats, d'abord parce qu'ils sont récents, et puis peut-être qu'en positionnant le médicament un petit peu différemment, on pourrait aussi avoir quelque chose. Et je termine en vous parlant du magrolimab, qui est la deuxième immunothérapie développée dans le syndrome myélodysplasique. Pareil, vous en avez peut-être entendu dans les nouvelles approches thérapeutiques de la leucémie aiguë myéloblastique. C'est un anti-CD47. Et le magrolimab, il a la particularité dans les études, peut-être que dans les services où vous avez été, vous l'avez utilisé. Il y a une dose d'amorçage parce que comme c'est un anti-CD47 et que le CD47 est exprimé à la surface des globules rouges, quand on donne le magrolimab, ça fait chuter d'un coup l'hémoglobine. Il y a une hémolyse assez importante au début, donc dans son utilisation, il y a cette particularité-là. Mais dans l'étude qui avait été rapportée plus récemment, ils ont pu montrer qu'en faisant un système de priming, en donnant une petite dose et en passant cette étape-là, après, on n'avait plus ces problèmes d'hémolyse. Donc là, c'était une étude qui avait été présentée à l'ASH l'année dernière et qui a été mise à jour à l'EH1 en 2022 chez 95 patients avec un âge médian de 69 ans, chez des patients qui globalement étaient plutôt de haut risque. En termes d'effets secondaires, ils sont là, c'était globalement plutôt bien toléré. En tout cas, il n'y avait pas d'ajout d'hématotoxicité avec cette immunothérapie à l'azacitidine, ce qui nous séduit toujours un petit peu dans les syndromes myélodysplasiques. Et en termes de réponse, vous voyez que c'était quand même pas mal. Il y avait 75% de réponse globale, avec 33% de rémission complète. Et la particularité aussi, là c'est pareil, je ne vous ai pas mis les diapos détaillés parce que ça faisait un peu long, mais il semble que chez les patients qui sont TP53 mutés, en tout cas, il n'y ait pas un désavantage à ces patients-là dans cette association par rapport à ce qu'on observe à chaque fois dans les autres essais avec des patients TP53. À chaque fois, c'est ceux qui plombent la courbe. Là, il semblerait en tout cas que ce ne soit pas forcément le cas. Donc ici aussi, peut-être que c'est un médicament qui pourrait avoir son intérêt à terme chez ces patients qui ont une mutation de TP53. Et dans cette étude également, il y a des phases 3 qui sont en cours, alors qui sont plutôt dans les leucémies aiguës, mais également qui devraient, pour le magrolimab, prochainement nous dire ou pas si jamais on va pouvoir compter sur cette immunothérapie dans l'arsenal thérapeutique des syndromes myélodysplasiques de haut risque. Voilà, donc là aussi, je vous ai fait un petit rappel global sur les syndromes myélodysplasiques de haut risque. Donc, ce n'est pas compliqué pour ce qui est actuellement la prise en charge, c'est le Vidaza. Et pour les nouvelles molécules, même si, encore une fois, il n'y en a aucune qui est approuvée aujourd'hui, il y a clairement l'approche Vidaza-Venetoclax. En tout cas, on devrait avoir la réponse prochainement pour savoir si c'est un intérêt ou pas dans le syndrome myélodysplasique, comment le positionner. Les inhibiteurs d'IDH également qui devraient au moins avoir une conclusion dans ces approches thérapeutiques. La PR246 pour les TP53 mutés, on a l'impression que c'est plutôt une molécule qui n'a pas pu montrer, en tout cas dans la façon dont elle a été utilisée, un bénéfice, mais peut-être qu'on va en entendre parler.
et puis les immunothérapies prometteuses. Voilà, donc après, la question, c'est un peu comme on vous a dit tout à l'heure, pourquoi c'est difficile d'avancer dans les syndromes myélodysplasiques? C'est ce que vous a dit Lionel tout à l'heure, il y a plusieurs hypothèses, mais on espère quand même qu'il y a ces nouvelles molécules dont je vous ai parlé qui vont pouvoir marcher. Et puis une autre approche au-delà des nouvelles molécules, c'est peut-être aussi la façon de les utiliser. Donc évidemment, il y a le côté toujours association avec Vidaza qui est d'une dose toxique d'emblée quasiment hématologiquement, mais peut-être aussi que des approches séquentielles ou une façon différente de les utiliser pourrait être une solution pour améliorer ces nouvelles approches thérapeutiques dans les syndromes myélodysplasiques. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop long pour cette fin de journée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Marie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, en tout cas, nous, on a l'impression quand même que c'est cytopéniant comparé effectivement à d'autres molécules, d'autres immunothérapies. Mais il semblerait dans l'étude, en tout cas, que ça n'avait pas montré d'augmentation d'événements secondaires graves liés aux neutropénies, aux cytopénies. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la numération des patients, ça majore la neutropénie, ça majore la thrombopénie. Ce n'est pas si anodin que ça. Pas comme par exemple le magrolimab qui a vraiment peu d'effets hématologiques en dehors de l'hémolyse au début. Mais si on regarde le nombre d'hospitalisations ou d'infections graves ayant nécessité une hospitalisation ou le nombre d'événements hémorragiques, il semblerait, alors après, elle n'est pas encore publiée cette étude, hein, c'est vraiment des diapos que j'ai eues par Lionel, toutes nouvelles. Donc il faudra voir le papier quand il sortira. Mais a priori, il ne semblerait pas qu'il y ait de complications majeures au final, en tout cas à l'utilisation à court terme. Alors ta question sur le mécanisme des télomères à long terme et l'idée que ça pourrait finalement presque raccourcir les télomères, tout ça, je pense qu'il faut attendre les études biologiques ancillaires pour voir exactement comment ça marche. Après, chez ces patients, comme tu l'as vu, on n'est pas tellement dans la question du long terme parce que leur survie sous Vidaza, c'est entre 1 et 2 ans. Donc, c'est vrai qu'on est plus dans déjà on essaye déjà de chercher la non-toxicité au début dans l'initiation de ces traitements, peut-être dans l'idée de les conduire à la greffe ou au moins dans l'idée d'avoir une réponse sur quelques années qui soit compatible aussi avec une vie acceptable. Voilà. Non, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Si. Non, non, c'est pas. C'était pour Arsène. Je ne me permettrai pas d'y répondre. Bah écoutez, on a terminé. Juste un mot de conclusion. Je remercie tous les orateurs et je trouve que c'est une session super. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que vous aussi.